Léo avançait sous un crachin glacial, ses baskets gorgées d'eau claquant contre le bitume fissuré d'une ville industrielle rongée par la rouille et la grisaille. Le vent sifflait entre les immeubles décrépits, mordant ses doigts nus jusqu'à l'os, mais il serrait les dents, les mains crispées sur un chariot rouillé qu'il poussait avec une détermination muette. Dedans, un amas de ferraille, vieux tuyaux tordus, bouts de métal rouillés, canettes écrasées cliquetaient à chaque chaos. À ses côtés, Maël, 8 ans, trottinait pour suivre son rythme, ses petites jambes peinant sous un manteau trop grand, rapiécé avec du ruban adhésif. Dans ses mains gercées, un sac plastique crasseux où elle entassait des bouteilles vides ramassées dans les poubelles, ses doigts rougis par le froid. « Léo, on aura assez pour le pain aujourd'hui ?» demanda-t-elle, sa voix fluette perçant le bourdonnement lointain des klaxons. Ses grands yeux noisettes brillaient d'un espoir fragile, presque douloureux à voir. Il força un sourire, un rictus qui masquait l'angoisse tapie dans sa poitrine. « On aura assez, championne. Et peut-être même une soupe chaude, si on a de la chance. » Mais au fond de lui, un orage silencieux grondait. Leur abri, une caravane abandonnée au bord d'un terrain vague envahi par les ronces, prenait l'eau par le toit crevé. Les nuits étaient devenues un combat contre le froid, chaque bourrasque infiltrant les parois comme une lame. 2 ans plus tôt, leur vie avait basculé dans un hurlement de flammes. Leurs parents avaient péri dans un incendie, un court-circuit dans leur petit appartement aux murs jaunis par la fumée de cigarettes bon marché. Leur mère, une femme aux mains calleuses et au sourire fatigué, leur chantait des berceuses en français et en créole, vestiges d'un passé qu'elle évoquait rarement. Leur père, un ouvrier d'usine au visage buriné, rentrait chaque soir avec des rêves plein la tête, une maison à la campagne, un jardin pour Maël, une vie où il ne compterait plus chaque centime. Cette nuit-là, Léo s'était réveillé en sursaut, la gorge brûlée par la fumée, Maël hurlant dans ses bras. Il avait couru, trébuchant sur les débris, le feu léchant les murs comme une bête affamée. Dehors, sous une pluie battante, il avait regardé l'immeuble s'effondrer, emportant tous les berceuses, les promesses, leur vie. À 14 ans, il avait fui les services sociaux, arrachant Maël aux mains d'une assistante aux yeux froids. « On reste ensemble » avait-il juré, serrant sa sœur contre lui. Depuis, il survivait dans l'ombre, invisible aux passants pressés, ramassant les rebuts d'un monde qui les avait laissés pour compte. Ce jour-là, il se dirigeait vers le ferrailleur, un hangar lugubre à la lisière de la ville, où l'odeur de graisse et de métal humide prenait à la gorge. Le chariot grinçait, ses roues tordues menaçant de céder sous le poids de leur récolte. 3 heures de fouilles dans les bennes puantes derrière les supermarchés. « Attention où tu marches » dit Léo, sa voix rauque mais douce, jetant un œil à Maël qui sautillait pour éviter une flaque d'eau noire. Elle lui tendit une canette écrasée, son sourire fier illuminant son visage taché de boue. « Je suis rapide, hein. » Il hocha la tête, ravalant la boule d'amertume qui montait. Elle méritait mieux que ça, des cahiers neufs, des crayons de couleur, une chambre avec des posters aux murs, pas cette errance dans la crasse et le froid. Au hangar, un homme au visage couturé de cicatrices, une cigarette pendant au coin des lèvres, examina leur butin. Il écrasa son mégot sous sa botte, compta les billets froissés avec des doigts tachés d'huile. 12 €. C'est tout ce que ça vaut. Prends ou dégage. Léo serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais il attrapa l'argent sans un mot. Avec ça, il tiendrait 2 jours, peut-être 3, en raclant les fonds de boîtes de conserve. Le crépuscule tombait, peignant le ciel d'un gris sale, tandis que la pluie redoublait, transformant les rues en rivières boueuses. Il traversait un pont étroit, un ruban de béton suspendu au-dessus d'une rivière gonflée par les intempéries. Léo avançait tête baissée, le vent fouettant son visage, quand un crissement strident déchira l'air. Il releva les yeux juste à temps pour voir une voiture noire déraper sur le bitume glissant, ses pneus hurlant contre la chaussée. Une femme en sortit en titubant, un téléphone collé à l'oreille, indifférente au véhicule qui fonçait vers la barrière rouillée. Le capot frôla le bord, prêt à basculer dans le vide. « Attention » cria Léo, lâchant le chariot qui s'écrasa dans un vacarme métallique. Sans réfléchir, il sprinta, ses jambes tremblantes de fatigue, et poussa la femme hors de la trajectoire. La voiture percuta la rambarde avec un fracas assourdissant, son avant plié comme une feuille froissée, suspendue au-dessus de l'eau tumultueuse. Maël hurla, « Léo !» Il se releva, le souffle court, les genoux écorchés, la femme à ses côtés, tremblante, ses cheveux blonds collés par la pluie. « Vous m'avez sauvé » murmura-t-elle, ses yeux bleus perçants le fixant avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Je m'appelle Élise » dit-elle, sa voix brisée par l'émotion, tendant une main tremblante. Léo haussa les épaules, essuyant la boue de son visage.
Faut pas rester là, c'est dangereux. Élise le dévisagea, comme si elle cherchait quelque chose dans ses traits fatigués. Comment tu t'appelles? Léo, répondit-il, la méfiance dansant dans sa voix. Et elle, c'est Maëlle. Élise tourna la tête vers la petite fille, qui serrait son sac contre elle, puis vers le chariot renversé, ses roues tournant encore dans le vide. Vous vivez dans la rue? Léo se raidit, prêt à dresser un mur entre eux. On se débrouille. Mais Élise ne baissa pas les yeux, son regard doux mais insistant. Laissez-moi vous aider. Il voulut refuser, par réflexe, par fierté, mais Maëlle toussa, une toux sèche qui fit vibrer sa petite poitrine, et il se tut. Quelques instants plus tard, ils étaient assis sur un banc abrité près d'une épicerie de quartier, l'enseigne clignotant dans la pénombre. Élise revint avec un sac en papier du pain frais, une tranche de fromage emballé, une soupe en boîte. Léo et Maëlle mangèrent en silence, leurs doigts gelés se réchauffant autour des morceaux tièdes. La soupe, même fade, brûlait agréablement leur gorge. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda Léo, ses yeux sombres scrutant Élise comme pour déceler une arnaque. Elle esquissa un sourire triste, ses mains triturant le bord de son écharpe. « Parce que quelqu'un m'a aidé un jour, et je n'ai pas su le remercier. Je ne veux pas refaire la même erreur. » Elle sortit une carte de visite de son manteau trempé, un rectangle de papier blanc taché d'humidité. « Si vous avez besoin de moi, appelez. » Léo la prit, sceptique, ses doigts effleurant le texte gravé, « Élise Moreau, avocate. » Maëlle murmura, timidement, « Elle est gentille, Léo. » Il ne répondit pas, glissant la carte dans la poche de son hoodie, un geste machinal, presque un défi au destin. Cette nuit-là, dans la caravane, l'obscurité pesait comme une couverture de plomb. Léo fixait la carte à la lueur vacillante d'une lampe à pile, son faisceau jaunâtre tremblant sur le papier. Maëlle dormait à ses côtés, roulée en boule sur un matelas taché, un léger sourire aux lèvres, peut-être un rêve de jour plus doux. Dehors, la pluie tambourinait sur le toit percé, goûtant dans un seau rouillé avec un plic-ploc incessant. Élise Moreau, avocate. Un numéro de téléphone. Il tournait la carte entre ses doigts, hésitant. La vie lui avait appris à ne faire confiance à personne, à ériger des murailles autour de lui et de Maëlle. Les mains tendues finissaient toujours par réclamer quelque chose, un prix, un sacrifice. Mais la toux de Maëlle s'aggrava, un râle qui semblait creuser sa poitrine frêle, et chaque quinte était un coup de poignard dans le cœur de Léo. Il ferma les yeux, revoyant le regard suppliant de sa mère dans les flammes, sa voix criant « Protège-la ». Le lendemain, au lever du jour, il décrocha un vieux téléphone Nokia trouvé dans une benne, ses touches usées craquant sous ses doigts. Il tapa le numéro, la gorge nouée. « Élise ? C'est Léo. Ma sœur est malade. » Une heure plus tard, Élise arriva devant la caravane, ses talons claquant sur le sol boueux, un médecin à ses côtés, un homme d'âge mûr, lunettes épaisses et sacoche élimée. Léo les guida à l'intérieur, écartant une bâche déchirée qui servait de porte. L'odeur d'humidité et de métal rouillé frappa le médecin, qui fronça les sourcils. Il ausculta Maëlle, posant un stéthoscope glacé sur sa poitrine. « Pneumonie légère, annonça-t-il, sa voix grave. Elle a besoin de repos, de chaleur, et d'antibiotiques. Sans ça, ça pourrait empirer. » Élise posa une main sur l'épaule de Léo, ferme mais douce. « Venez chez moi, juste pour quelques jours. Elle ne peut pas rester ici. » Léo voulut protester, mais Maëlle toussa encore, un son rauque qui le fit plier. Il hocha la tête, ramassant leur maigre sac de vêtements de pull troués, une couverture râpée, la lettre de leur mère. L'appartement d'Élise était un refuge modeste, niché au 3e étage d'un immeuble aux murs beige passé. Les fenêtres laissaient entrer une lumière pâle, et une odeur de café flottait dans l'air. Maëlle s'effondra sur un lit étroit, une couverture épaisse remontée jusqu'au menton, ses joues rosies par la fièvre. Léo, mal à l'aise, resta debout près de la porte, ses baskets laissant des traces boueuses sur le parquet. Élise prépara du thé dans une vieille bouilloire sifflante, ses gestes précis mais nerveux. « Pourquoi vous faites tout ça ?» demanda-t-il encore, sa voix teintée de défi. Elle s'assit, les mains serrées autour de sa tasse, le regard perdu dans les volutes de vapeur. « Il y a 10 ans, j'ai perdu mon frère, Samuel. Il vivait dans la rue, comme vous. Quelqu'un l'a aidé, un inconnu, mais moi, sa sœur, je l'ai abandonné. J'étais trop occupé à construire ma carrière, à fuir mes racines. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle continua. « Il est mort seul, dans un squat, d'une overdose. Quand je t'ai vu sur ce pont,
prêt à tout pour sauver une étrangère, j'ai vu une chance de réparer ça. Léo baissa la tête, troublé. On n'est pas votre rédemption. Non, admit-elle, un sourire amer aux lèvres. Mais vous êtes ma raison de croire qu'il y a encore du bon dans ce monde. Les jours suivants furent un mélange de méfiance et de soulagement. Maël se rétablissait lentement, ses quintes de toux s'espaçant grâce aux médicaments qu'Élise avait payés sans sourciller. Elle riait pour la première fois depuis des mois, jouant avec un puzzle aux pièces dépareillées qu'Élise avait dénichées dans une brocante. Léo, hésitant, accepta de réparer une étagère bancale dans le salon, ses mains habituées à trier la ferraille trouvant une étrange satisfaction dans le bois et les vis. Élise leur acheta des vêtements, un manteau neuf pour Maël, des baskets pour Léo et inscrivit la petite dans une école de quartier, un bâtiment en briques rouges où des enfants bruyants couraient dans la cour. Mais Léo restait sur ses gardes, un oiseau sauvage prêt à s'envoler au moindre craquement. Il observait Élise, cherchant le piège, la dette cachée derrière sa générosité. Une nuit, alors que Maël dormait profondément, il la surprit en pleurs devant une vieille photo jaunie, un jeune homme aux cheveux bouclés, aux yeux sombres comme les siens, un sourire timide aux lèvres. « C'est ton frère ?» demanda-t-il, brisant le silence. Elle hocha la tête, la gorge nouée. « Samuel. Il avait tes yeux, ta façon de tenir tête au monde. » Léo sentit un frisson glacé remonter son dos. Mes parents, il parlait d'un oncle perdu. Samuel, c'était son nom. Ma mère disait qu'il était parti quand elle était jeune, qu'elle voulait le retrouver. La tension monta, épaisse comme une brume d'hiver. « Qu'est-ce que tu dis ?» murmura Élise, sa voix tremblante. Léo fouilla dans son sac, ses doigts tremblants extirpant une lettre froissée, un reliquat précieux de sa mère. L'encre avait pâli, mais les mots restaient lisibles, écrits d'une main fébrile, « Samuel, où que tu sois, je te cherche. Ta sœur, Élodie. » Élise la prit, ses mains secouées de spasmes, et lut à voix basse. Les larmes coulèrent, silencieuses, traçant des sillons sur ses joues. C'est son écriture. Léo, tu es mon neveu. Le choc les figea, un silence pesant emplissant la pièce, seulement brisé par le tic-tac d'une horloge murale. Maël entra, frottant ses yeux ensommeillés, son ours en peluche élimé dans les bras. Pourquoi vous pleurez? Léo s'agenouilla, la serra contre lui, sa voix brisée par l'émotion. On a retrouvé une famille, championne. Élise tendit une main hésitante, et pour la première fois, Léo la prit, un pont fragile entre leurs mondes brisés. La révélation bouleversa tout. Élise, Léo et Maël devinrent une famille improbable, un lien tissé par le hasard, la douleur et une lettre oubliée. Mais ce n'était que le début. Les semaines suivantes, Élise plongea dans les souvenirs de son frère, fouillant des boîtes poussiéreuses remplies de lettres, de photos, de fragments d'une vie qu'elle avait fui. Elle raconta à Léo des bribes de leur passé, une enfance dans un quartier populaire, une mère célibataire jonglant avec 3 emplois, un frère aîné qui rêvait de musique mais qui s'était perdu dans les rues. Il jouait de la guitare, murmura-t-elle un soir, un sourire tremblant aux lèvres. Il écrivait des chansons pour moi, mais je les trouvais ringardes. Si j'avais su. Léo écoutait, silencieux, sentant l'écho de sa propre mère dans ses mots. Il commença à parler, lui aussi, des berceuses créoles, des colères de son père quand l'usine licenciait, des nuits où il promettait à Maël qu'il s'en sortirait. Peu à peu, les murs entre eux s'effritèrent. Mais la vie ne se répare pas d'un claquement de doigts. Dans le quartier, les murmures commencèrent. Les voisins, des familles ouvrières au visage fatigué, regardaient Élise avec suspicion. Elle ramasse des gosses des rues, maintenant, marmonna une femme en étendant son linge. Ça cache quelque chose, répondit un homme, crachant son chewing-gum dans le caniveau. Léo surprit ces mots un matin, en descendant acheter du lait avec les quelques euros qu'Élise lui avait donnés. Il serra les poings, prêt à répliquer, mais se ravisa. Il ne voulait pas attirer l'attention, pas encore. À l'école, Maël revenait parfois avec des bleus sur les bras des gamins moqueurs, des insultes sur son manteau rapiécé, des rires cruels sur leur vie d'avant. Ils disent que je pue la poubelle, pleura-t-elle un soir, blottie contre Léo. Il la serra fort, jurant en silence de la protéger, mais une colère sourde montait en lui contre le monde, contre leur passé, contre lui-même. Élise, elle, ne pliait pas inspirée par le courage brut de Léo, elle décida de transformer sa douleur en action. On ne peut pas juste survivre, dit-elle un soir, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Il triait des vêtements usés, réparait des chaises bancales avec des outils empruntés, ses mains abîmées trouvant un sens dans le travail. Maël, elle,
dessinaient des affiches avec des crayons de couleur des soleils, des maisons, des sourires qu'Élise accrochait fièrement dans l'appartement. Le projet prit forme, mais pas sans heurts. Un soir, un homme en costume sombre frappa à la porte, un sourire trop lisse aux lèvres. « Madame Moreau, je représente une fondation. Votre initiative est louable, mais elle manque de structure. Laissez-nous gérer ça avec des professionnels. » Élise le fixa, froide. « Ce n'est pas une affaire d'argent ou de bureau. C'est une affaire d'âme. » L'homme ricana, laissant une carte avant de partir. « Vous changerez d'avis quand ça s'effondrera. » Léo, qui écoutait depuis le couloir, sentit une rage monter. « Il nous prend pour des amateurs, grogna-t-il. » Élise posa une main sur son épaule. « Laisse-les parler. On prouvera qu'ils ont tort. » Et ils prouvèrent. Les voisins, d'abord méfiants, commencèrent à se joindre à eux. Une vieille femme apporta un panier de pommes de son jardin. Un mécanicien offrit une caisse d'outils rouillée mais solide. Une adolescente timide, qui traînait souvent seule près du terrain vague, proposa de trier les dons. « J'ai dormi dehors, une fois, murmura-t-elle à Léo, évitant son regard. « Je sais ce que c'est. » Il hocha la tête, un respect silencieux naissant entre eux. Lentement, la lumière grandit, un feu fragile mais tenace dans la grisaille. Le refuge prit vie dans un ancien entrepôt désaffecté, ses murs tagués nettoyés par des dizaines de mains. Des lits de camp s'alignèrent, des casseroles fumèrent sur des réchauds d'occasion, et des rires rares, mais réels résonnèrent. Mais le passé ne lâche pas si facilement. Une nuit, alors que Léo rangeait des couvertures dans l'entrepôt, une silhouette surgit de l'ombre, un homme maigre, le visage creusé, une casquette enfoncée sur les yeux. « T'es le gamin qui bosse avec l'avocate, hein ?» grogna-t-il, une lame brillant dans sa main. Léo recula, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux ? Y a des gens qui aiment pas qu'on remue la merde. Ton refuge, ça attire trop de lumière sur nous. » Avant que Léo ne puisse répondre, l'homme lança un coup de couteau, frôlant son bras. Léo trébucha, attrapa une chaise et la balança, touchant l'agresseur au genou. L'homme jura, s'enfuyant en boitant dans la nuit. Léo resta là, le souffle court, une entaille saignant sur son avant-bras. Il ne dit rien à Élise ni à Maël, pensant la plaie avec un vieux chiffon, mais une peur nouvelle s'installa et une détermination plus profonde encore. Le jour de l'inauguration arriva, un matin brumeux où le soleil perçait à peine. Le refuge ouvrit ses portes, un bâtiment simple mais solide, ses murs résonnant des voix de ceux qui l'accueillaient. Une foule se massa devant des sans-abri au visage buriné, des voisins curieux, des journalistes locaux avec leurs micros tendus. Léo prit la parole, poussé par Élise, sa voix tremblante au début, puis plus ferme. « J'ai passé ma vie à survivre, à ramasser des miettes, à protéger ma sœur. Je pensais qu'on était seuls, que personne ne voyait des gens comme nous. Mais ici, on m'a appris qu'on est plus fort ensemble. Merci de nous avoir donné une chance, pas juste à moi, mais à tous ceux qui entrent par cette porte. » La foule applaudit, un grondement chaud qui vibra dans l'air humide. Élise s'approcha, murmura à son oreille, « Tu es ma lumière, Léo. Et celle de Samuel. » Il sourit, les larmes aux yeux, le poids des années s'allégeant enfin. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Les mois suivants furent un tourbillon. Le refuge grandit, attirant des dons, des bénévoles, mais aussi des ennemis. Des promoteurs immobiliers, furieux de voir leur terrain vague transformé, menacèrent de poursuites. Des dealers du quartier envoyèrent des avertissements graffiti haineux, vitres brisées. Pourtant, la communauté tint bon. Une nuit, alors que Léo montait la garde avec une batte de baseball récupérée, il vit une lueur dans le ciel, un incendie, à 2 rues de là. Une vieille maison abandonnée brûlait, des flammes rappelant cruellement son passé. Sans réfléchir, il courut, aidant un vieil homme à sortir des décombres, toussant dans la fumée. Les pompiers arrivèrent, et le lendemain, le vieillard, un ancien professeur devenu clochard, serra la main de Léo. « T'as du cran, gamin. Plus que moi à ton âge. » Ce sauvetage fit le tour du quartier, puis de la ville. Une chaîne locale diffusa un reportage, titrant « Un adolescent sans abri devient le héros d'une communauté ». Élise organisa une conférence de presse, forçant Léo à monter sur une estrade improvisée. « C'est pas à propos de moi, dit-il, mal à l'aise sous les flashs. C'est à propos de nous tous, Maël, Élise, les gens qui dorment ici, ceux qui donnent une boîte de soupe ou 1 heure de leur temps. On n'a pas besoin d'attendre que le monde change. On peut commencer maintenant. » Les applaudissements éclatèrent, et pour la première fois,
Léo sentit qu'il n'était plus un fantôme. Le refuge devint un phare, mais les défis ne cessèrent pas. Maël grandissait, posant des questions sur leurs parents, sur Samuel, sur ce qui les attendait. Léo trouva un jour une guitare cassée dans une benne, la répara avec Élise, et apprit à gratter quelques accords, un hommage muet à l'oncle qu'il n'avait jamais connu. Élise, elle, se battait contre ses propres démons, des nuits blanches où elle écrivait des lettres à Samuel, des excuses qu'il ne lirait jamais. Ensemble, ils construisirent plus qu'un refuge, une famille élargie, imparfaite, mais vivante. Dans l'ombre, Léo avait trouvé la lumière, non pas pour lui seul, mais pour tout ce qu'il avait touché. Cette histoire nous rappelle que la bonté peut jaillir des cendres, que le courage naît dans les fissures, et qu'une main tendue, même tremblante, peut bâtir un monde nouveau. Si cette histoire vous a touché, rejoignez-nous en vous abonnant pour d'autres contenus qui donnent vie à l'espoir.